Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour ce nouveau live Facebook. Comme très souvent, je ne suis cette fois-ci pas tout seul. On est en direct de la résidence étudiante de l'UEJF et je suis donc avec Elina Hulman, militante à l'UEJF, et Léa Hanoun, membre du bureau de l'UEJF Sciences Po, pour aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'UEJF, qui est la situation en Arménie. Je ne parlerai pas plus longtemps et je laisse tout de suite Léa peut-être introduire le sujet, la raison pour laquelle on a voulu parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, pour l'UEG, c'était très important de parler de ce sujet de l'Arménie et de la situation actuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. C'est très important pour l'UGF parce que on a été très actifs pour la reconnaissance du génocide et c'est vrai que l'UGF a été amené faire reconnaître le conflit, faire lumière sur ce qui se passe en Artsakh et nous raconter un peu les origines du conflit, les enjeux, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Naïri, donc, bonsoir. On te laisse donc la parole. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation par Zoom. On s'était rencontrés il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant et tu nous avais raconté ce qui se passait, les enjeux et ce que vous faisiez, la jeunesse arménienne de France, dans ce cadre-là, et ça nous intéressait beaucoup en ce jour du drapeau d'Azerbaïdjan, il me semble, voilà, d'avoir une vision là-dessus. On te laisse la parole, Naïri. Ok, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc, pour commencer, si vous voulez, je vous fais un rapide retour sur la situation pour la décrire peut-être à ceux qui ne la connaissent pas. Donc, petit point historique très rapide. Le Haut-Karabakh, ou donc l'Artsakh, c'est un petit territoire du Sud-Caucase qui est historiquement arménien. Donc, la présence arménienne, elle y est ancestrale, comme en témoigne le patrimoine. Il y a des monastères, des églises, des universités qui témoignent de cette présence plurimillénaire. C'est un territoire qui est resté indépendant très longtemps, donc jusqu'au XVIIe siècle. Et donc, je fais un petit bond dans le temps pour venir vraiment à la période qui nous intéresse. C'est en 1921, donc pendant l'URSS, que Staline a cédé ce territoire à la République soviétique d'Azerbaïdjan. Donc, c'était voilà, de manière administrative, voilà, c'était une décision de Staline. Et donc, à partir de ce moment, l'Azerbaïdjan a tenté d'effacer cette présence arménienne de ces territoires en s'en prenant à la fois au patrimoine, donc aux églises, aux monastères, aux universités, comme je vous disais, mais aussi à la population arménienne. C'est allé, donc ça a continué malheureusement pendant des dizaines d'années jusqu'à arriver au pogrom donc, de Bakou, de Sumgait, dans les années 90. En 91, il y a un référendum qui a été démocratiquement organisé donc en Artsakh et la population a répondu oui pour l'indépendance donc de ce territoire à 99% des voix. S'en est suivi une guerre qui s'est terminée en 94 par une victoire du peuple arménien pour la libération de l'Artsakh et donc la signature d'un cessez-le-feu en 1994 par les trois parties, donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan et aussi l'Artsakh. Donc, ça fait une trentaine d'années que ce cessez-le-feu a été signé. Malheureusement, il est mal respecté par l'Azerbaïdjan qui le viole régulièrement. On dit 6 à 10 000 fois par an. Et donc, pendant ces 30 dernières années, l'Azerbaïdjan s'est préparé à une nouvelle guerre.
donc à développer son arsenal militaire. C'est un budget militaire qui s'élève à plusieurs milliards de dollars. Donc c'est vraiment un arsenal militaire qui est très développé, qu'ils ont construit au fur et à mesure des années. Et donc en parallèle de ces violations régulières et quotidiennes du cessez-le-feu, il y a eu d'autres tentatives d'agression, mais qui ont été très vite avortées donc, par les forces armées arméniennes et d'Artsakh qui ont repoussé les offensives jusqu'à donc la dernière, en date du 27 septembre 2020, donc il y a 6 semaines. Et depuis, l'Arménie et l'Artsakh sont en guerre donc, contre l'Azerbaïdjan, mais aussi contre ses alliés, la Turquie entre autres, on en reparlera, sont en guerre. Voilà, une guerre qui est particulièrement brutale, le théâtre de nombreux crimes de guerre, etc. On en reparlera. Alors concrètement, c'est quoi les acteurs de la guerre, les différentes influences? Évidemment, on entend beaucoup parler en France, notamment de l'influence de la Turquie et d'Erdogan. Erdogan qui est évidemment extrêmement violent aussi à l'égard de la France, à l'égard des valeurs françaises, des caricatures de Charlie Hebdo, du blasphème, etc. Donc, qui présente malgré tout un grand danger aussi pour la France. Donc c'est aussi clairement sa zone d'influence, c'est bien ça? Effectivement, alors, donc, comme je disais, l'Azerbaïdjan, donc l'Azerbaïdjan et la Turquie sont les principaux alliés dans cette guerre contre l'Arménie et l'Artsakh. Ils partagent en fait une idéologie dite pan-turque, c'est-à-dire que c'est le désir en fait de recréer un empire de toutes les nations turcophones, de la Turquie jusqu'en Asie, au Turkménistan, en Ouzbékistan, et donc en passant par l'Azerbaïdjan. Et quand on regarde en fait sur cette carte, on comprend que l'obstacle à cette idéologie pan-turque, c'est effectivement l'Arménie et l'Artsakh qui ne sont pas donc qui ne sont pas le même peuple, qui ne sont pas des peuples turcophones, qui n'ont également pas la même religion, etc. Et donc c'est cette idéologie qui motive véritablement cette guerre et qui fait de l'Azerbaïdjan et de la Turquie de si bons alliés. On sait que la Turquie, c'est un soutien politique, stratégique, mais aussi militaire. C'est le principal vendeur d'armes de l'Azerbaïdjan. On a Israël aussi. C'est aussi la Turquie qui a fait transiter des djihadistes, donc pour envoyer des mercenaires djihadistes en Azerbaïdjan pour combattre contre l'Artsakh. Et c'est également la Turquie qui a pris au début de la guerre, donc il y a un mois à peu près, le commandement des opérations, notamment aériennes, contre l'Artsakh. Donc voilà, c'est vraiment des alliés. Ensuite, dans le reste de la région, on a plutôt une absence de réaction, que ce soit de la Russie ou de l'Iran, de la Géorgie également, qui peuvent avoir été des alliés historiques de l'Arménie. Mais pour le moment, on voit que le seul allié de l'Artsakh, c'est l'Arménie. Le reste reste dans des positions de neutralité et de passivité pour le moment. Je vois. Et alors, je pense que ce point-là, il est essentiel parce que voilà, nous, à l'UEJF, comme on l'a dit, on partage depuis longtemps avec les associations arméniennes des combats, les associations arméniennes, pardon, des combats, notamment autour de la reconnaissance du génocide, de la bataille pour que ce soit reconnu officiellement, y compris en France. Et il y a eu maintenant cette reconnaissance et des cérémonies officielles en France, et l'UEJF a participé à ces combats. Donc c'est pour ça que nous, on a envie de sensibiliser finalement les étudiants juifs et au-delà sur cette question-là. Mais je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Erdogan, voilà, comme tu l'as dit, il y a la question des djihadistes, il y a la question de sa zone d'influence et de quelqu'un qui aujourd'hui, un dictateur qui s'attaque aux valeurs finalement, qui sont les valeurs de liberté, etc., par les propos, ce n'est pas que des propos, c'est aussi des conséquences sur un territoire qui partage encore une fois des valeurs avec la France, avec les Juifs aussi, de fait, puisque c'est les valeurs de liberté, d'autodétermination, et je parle de cette situation-là. Peut-être sur un autre sujet qui est alors ce conflit dont on entend un peu parler, pas assez, d'ailleurs peut-être tu peux nous donner ton point de vue là-dessus sur la couverture médiatique, mais concrètement pour les civils arméniens sur place, il est extrêmement difficile.
Alors, effectivement, donc, comme je disais, c'est vraiment un conflit qui est motivé par cette idéologie pan-turque. Donc, on ne peut pas, par exemple, réduire ce conflit à un conflit de territoire. Finalement, même si l'Azerbaïdjan, la partie turco-azerbaïdjanaise parvenait à prendre les territoires, il s'en suivrait un deuxième génocide des Arméniens, puisque voilà, on ne peut pas réduire ce conflit à un conflit de territoire. C'est vraiment un groupe qui est visé, c'est une ethnie. C'est aussi faux de réduire ce conflit à un conflit de religion, puisque bien sûr c'est une composante de l'identité arménienne, mais ce n'est pas la seule. Donc c'est vrai que Parce c'est que donc, au-delà. les Arméniens sont chrétiens et les Turcs, et en Azerbaïdjan, c'est musulman, c'est bien ça. C'est bien ça, mais par exemple, la Turquie, la population est à majorité sunnite, alors qu'en Azerbaïdjan, la population est majoritairement chiite, pardon, et, et ça ne les empêche pas d'être de très bons alliés. Par exemple, il y a la Géorgie, qui est un pays dont la population est chrétienne, comme l'Arménie, et ça n'empêche pas que, en tout cas dans ce conflit, ce ne sont pas des pays qui sont alliés. Donc, il ne faut pas réduire ce conflit à un conflit de religion. C'est vraiment ce que les Arméniens, le peuple arménien, l'armée arménienne défendent, c'est bon, leur population, le droit de la population à disposer d'elle-même, le droit à l'autodétermination des peuples. C'est aussi les valeurs démocratiques, c'est voilà, la liberté, c'est des valeurs qui sont communes avec l'Occident, comme on disait, la France, entre autres. Et comment se positionne la Russie pour le moment dans ce conflit? Alors, la Russie a un accord, un accord militaire qui veut qu'elle s'implique pour prendre part au conflit dès lors que l'Arménie est prise pour cible. Or, pour le moment, c'est officiellement l'Artsakh qui est prise pour cible et donc elle se garde d'intervenir, même si il se trouve qu'en réalité, certains bombardements, certains tirs ont été tirés en direction de l'Arménie. Donc pour le moment, elle se garde d'intervenir. Elle reste une fois de plus dans une position neutre. On comprend que cette guerre l'arrange aussi, puisqu'elle est notamment vendeuse d'armes aux deux parties, à la fois à l'Arménie, à l'Artsakh et à l'Azerbaïdjan. Donc elle a aussi participé à laisser traîner ces tensions pendant des années. Et où se place la France dans ce conflit? Que fait-elle? On a entendu Macron qui, au début, autour du 27 septembre, commençait à demander des cessez-le-feu et que la région se calme. Mais qu'en est-il maintenant? Alors, c'est vrai que la France a réagi très vite. En tout cas, Emmanuel Macron a pris la parole très rapidement dès le début du mois d'octobre pour à la fois nommer l'agresseur, donc dire que cette guerre, elle était à l'initiative de l'Azerbaïdjan, et aussi pour reconnaître que des mercenaires djihadistes qui avaient transité par la Turquie avaient été envoyés donc en Azerbaïdjan pour combattre. En revanche, il y a eu une sorte de demi-tour qui a été opéré par le ministre des Affaires étrangères, donc Le Drian, qui a pris la parole une dizaine de jours plus tard pour cette fois-ci mettre en avant les relations bilatérales que la France entretenait à la fois avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan, et donc pour mettre aussi en avant l'amitié de la France avec l'Azerbaïdjan. Et à ce titre, il a invoqué en fait la neutralité de la France, qui est aussi coprésidente du groupe de Minsk. Donc c'est un groupe qui a vocation à faire le médiateur et à trouver une solution de paix dans la région. Et donc, à ce titre-là, on est revenu sur une position de stricte neutralité de la France depuis. Au nom de cette neutralité, il y a notamment une aide médicale d'urgence qui a été envoyée, une fois de plus, à la fois en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc, voilà, neutralité, impartialité la plus totale. Par contre, du côté du Parlement, c'est plus tranché. On a une délégation de parlementaires qui se sont rendus en Arménie à la fin du mois d'octobre pour témoigner de son soutien et puis aussi pour aller voir vraiment la réalité de la guerre. Et donc, il y a également une résolution qui porte la reconnaissance de l'Artsakh par la France, qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par deux députés, donc Guy Tessier et François Pupponi. Et il y a à ce jour presque une centaine de signatures, 80 et quelques signatures, et un travail qui est toujours en cours pour sensibiliser sur la question et obtenir un maximum de signatures et le vote de cette résolution.
comment t'expliques quand même que la France fasse pas plus parce que enfin on a l'impression quand même que bon ben il y a quand même des tensions qui sont énormes avec Erdogan, ou en tout cas Erdogan qui est extrêmement violent, on va dire ça comme ça, à l'égard de la France. Il y a eu quand même le démantèlement, enfin il y a des conséquences en France aussi, peut-être tu pourras nous en parler aussi, à la fois ces conséquences en France et comment t'expliques la position de la France? Alors c'est vrai que donc dans un premier temps, en réaction au conflit qui s'est déclenché en Artsakh, la diaspora arménienne s'est soulevée pour vraiment dénoncer les crimes de guerre qui étaient commis chaque jour par l'Azerbaïdjan. Et donc il y a eu des manifestations pacifiques, mais pour la paix dans le monde entier. Et donc en France notamment, il y a eu beaucoup de manifestations, les dernières qui regroupaient plus de 20 000 personnes. Donc, il y a eu vraiment une mobilisation de la communauté arménienne en diaspora. Et en réponse à ces manifestations, il y a eu des soulèvements de ce qu'on appelle les loups gris, c'est des groupuscules nationalistes violents, turcs, donc, qui sont réunis en France et qui ont organisé des chasses à l'arménien, donc en France à 2-3 reprises, où ils descendaient dans les rues et souvent dans les quartiers avec une forte présence de Français d'origine arménienne, pour donc voilà, faire des chasses à l'arménien, appeler au meurtre, à la violence, etc. Et donc, en réponse, il y a eu une réponse très rapide du gouvernement qui a tout de suite décidé de la dissolution de ces loups gris. Et donc voilà, on se rend compte que cette idéologie raciste d'Erdogan, elle s'exporte très facilement en France et partout où finalement on a la présence de ces groupuscules nationalistes, ultranationalistes. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait, la France reste malgré tout neutre. Elle réagit en France, elle réagit pour protéger les concitoyens d'origine arménienne, les Français d'origine arménienne, mais à l'étranger, il y a malheureusement des considérations géopolitiques ou économiques qui prennent le dessus et qui, malgré qu'elle ait commencé par nommer l'agresseur et l'agressé, font qu'elle reste malheureusement neutre. C'est quoi ces considérations? Par ailleurs, juste une petite parenthèse, je vois que vous êtes très nombreux et ça nous fait très plaisir à suivre le live et je pense que c'est une question qui vous intéresse et ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire du live. On les regarde en même temps, donc si vous avez des questions sur la situation, on les transmettra. Mais donc, alors, ouais, c'est quoi ces considérations du coup dont tu parles concrètement? Comme je vous l'ai dit, pour commencer, la France est coprésidente du groupe de Minsk. Donc, c'est un groupe qui a vocation à négocier la paix dans la région. Et à ce titre-là, la France, le gouvernement, interprète ça comme une exigence de neutralité finalement, alors que bon, c'est peut-être pas forcément le cas. Par ailleurs, il y a d'autres alliances avec la Turquie, à l'OTAN, avec l'Azerbaïdjan, qui est aussi un vendeur de gaz, de pétrole. Il y a voilà, un certain nombre de considérations qui font que malheureusement, elle, a, elle, elle reste voilà, dans une position peut-être un peu confortable de neutralité. Et donc, Par contre, ça bug un peu. Désolée, j'entends plus très bien. que la situation est extrêmement préoccupante. Tu as parlé d'un éventuel génocide. Ah. Tu m'entends? Tu nous entends là? C'est bon, je vous entends. J'ai plus l'image, mais j'ai le son. Ah, on t'a perdu, ça arrive, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à poser vos questions, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va retrouver Naïri sans aucun doute. Ouais, tu nous entends, Naïri? Non. L'image, mais je vous entends pas. Le problème vient de nous ou de son. Ah, super. Ok, vas-y. C'est que on voit que la situation est extrêmement préoccupante. Tu as parlé d'un éventuel génocide et puis on voit que ça arrive. Attends.
Ouais, non, mais je suis en partage. Ouais, tu nous entends ou pas? Tu nous entends pas? Si, je vous entends. Voilà, alors la question c'est qu'est-ce que les gens qui nous regardent peuvent faire? Qu'est-ce qu'un étudiant, par exemple, lambda, peut faire face à cette situation préoccupante? Alors, donc comme je vous disais, depuis le début de ce conflit, même avant, mais depuis le début de ce conflit, bien sûr encore plus, il y a un soulèvement et une mobilisation des communautés arméniennes en diaspora. Donc en France, on a un tissu associatif qui est très riche et chaque association a son objet, ce qui fait que chaque association essaye d'avancer à sa manière et d'apporter son aide à sa manière. On a le CCAF notamment qui centralise toutes ces associations, ce tissu associatif, pour être l'interlocuteur unique des pouvoirs publics en France. Le CCAF, avec le CDCA, mène ce travail politique, par exemple, mène ce travail pour obtenir les signatures à la résolution dont je vous parlais plus tôt, etc. Nous, à notre association, à notre échelle, pardon, on est une association de jeunesse militante, donc c'est-à-dire qu'on fait des actions coup de poing, par exemple, donc une fois de plus pour sensibiliser l'opinion publique, alerter sur la situation, dénoncer les vendeurs d'armes, par exemple, etc. Mais il y a aussi une guerre d'information, une guerre médiatique qui se joue, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Donc, la première chose que je dirais, qui est à la portée de chacun et qui peut vraiment faire une différence dans ce conflit, c'est de diffuser, de partager les bonnes informations, de sensibiliser autour de soi sur cette situation et donc de contrer la propagande d'État azerbaïdjanaise qui essaye absolument de brouiller les pistes et de tout le temps renvoyer la balle et donc de complètement fausser toutes les informations. Donc il faut vraiment suivre les bons comptes, vous trouverez sur nos réseaux sociaux un certain nombre de comptes fiables, etc. La première chose que n'importe quel jeune peut faire, c'est donc relayer ces informations qui sont légitimes et mener cette guerre d'information sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, bien sûr, c'est donner au Fonds arménien de France, parce que malheureusement, comme on disait plus tôt, il y a énormément d'infrastructures civiles qui ont été touchées. Il y a presque la moitié de la population d'Artsakh qui a été déplacée en Arménie, puisqu'elle était finalement la cible des bombardements azerbaïdjanais. Et donc, il va y avoir des années de reconstruction à la suite de cette guerre qui, on l'espère, se terminera très bientôt. Donc, donner au Fonds arménien de France, on appelle vraiment au don. Ensuite, on appelle au boycott des produits turcs et de la compagnie, par exemple, Turkish Airlines, qui est détenue par l'État, parce que tout ça, ça finance malheureusement cette guerre qui est fortement encouragée, qui est financée par la Turquie. Et enfin, on voudrait, c'est ce qu'on fait et vous pouvez le faire aussi, on voudrait solliciter les députés qui vont être appelés à voter qui vont être appelés à voter cette résolution, donc pour qu'ils y adhèrent, qu'ils la signent et qu'ils votent pour cette résolution de reconnaissance de l'Artsakh par la France. On soutiendra déjà à l'UEJF ce genre d'initiative. Peut-être que tu pourras mettre la vidéo en live parce que de l'association Ça coupe encore, je suis désolée. Écoutez, donc si vous pouvez mettre les liens vers justement en commentaire pour ceux qui nous regardent, ça revient beaucoup. Tu m'entends ou pas? Ouais. Il y a un sujet qui revient beaucoup dans les commentaires. Ouais, ok. Il y a un sujet qui revient beaucoup sur les commentaires, c'est celui de la position d'Israël. Tu en as un peu parlé. Il n'y a pas de question tabou et ça revient beaucoup dans les commentaires. Donc peut-être que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Tout simplement que c'est un des principaux vendeurs d'armes à l'Azerbaïdjan, au même titre que la Turquie, et qui vendent notamment des drones. Et en fait, malheureusement, ces drones déséquilibrent fortement les forces en présence, puisque les Arméniens n'en ont pas, et qu'ils permettent en fait de viser très précisément les soldats, mais également malheureusement les personnes civiles ou les infrastructures civiles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cet arsenal militaire azerbaïdjanais à plusieurs milliards de dollars fait la différence, crée un déséquilibre des forces.
malgré tout, ça fait 6 semaines que l'armée arménienne résiste avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination et n'a rien perdu, puisque ça fait 6 semaines que, malgré la supériorité de l'armement, l'Azerbaïdjan n'est pas parvenu à ses fins, mais il y a vraiment un déséquilibre des forces qui est créé par ce genre d'armement, donc les drones notamment, vendus par Israël et par la Turquie. Je vois. En tout cas, je pense que on voit avec ce live, vous avez peut-être d'autres questions, d'autres choses à ajouter? Ok, il n'y a plus de questions a priori non plus. C'était déjà beaucoup plus long que ce qu'on pensait parce que tout simplement, il y a eu de l'intérêt, il y a eu des questions, il y a eu beaucoup de vues. Et je pense que ça montre quelque chose, ça montre qu'il y a une vraie volonté qui existe de se mobiliser sur ce sujet. En tout cas, l'UEJF en a la volonté. Je pense que voilà, tous les gens qui nous regardent aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter de façon individuelle. Naïri a dit un peu ce qui était possible de faire. Si vous voulez vous mobiliser avec nous aussi sur ce sujet-là, avec les jeunes Arméniens, avec Naïri aussi. Donc voilà, je pense que ce Zoom n'est pas une fin en soi. C'était un moyen de peut-être donner un éclairage sur la situation, mais on ne fait que commencer finalement. On ne commence pas, mais c'est qu'une étape, en tout cas, dans une collaboration. Je pense que c'est extrêmement important d'être voilà, présent sur ce sujet-là. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Naïri. En tout cas, je te remercie infiniment. Mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire sur ce Zoom? Rien de particulier, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, c'est une bonne première approche. Et donc, comme tu disais, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir me les poser sur nos réseaux sociaux. On peut en parler avec plaisir. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on a réussi à informer des gens qui ne connaissaient peut-être pas la situation. Et donc, voilà, à bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci. À très vite. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.